Good afternoon and welcome to this second panel of our conference on the U.S. strategic rebalancing to Asia. My name is Jonathan Paquin. I'm a professor of political science at Laval University in Quebec City. Before we turn to the second panel, I would like to remind you that Bienvenue à cette deuxième séance de l'après-midi sur le rééquilibrage des États-Unis vers l'Asie. Je suis Jonathan Paquin, professeur en Sciences Po à l'Université Laval. Je vous rappelle rapidement que nous avons un bouton pour choisir la langue au bas de la page. Alors, ce matin, on a parlé du pivot, du rééquilibrage stratégique et son évolution sous les administrations Obama et Trump, et puis comment les pays les plus importants de la région y ont réagi, de même que certains pays européens. Le deuxième panel maintenant. Il sera le modérateur de ce second panel. Le panel prendra fin à 14h15. Ce sera suivi d'un bref mot de clôture de ma part. Alors, sans plus attendre, je cède la parole à Yann pour la présentation du deuxième panel et des conférenciers. Merci Yann, la parole est à toi. Merci beaucoup, Jonathan Paquin, de cette invitation. Je suis très heureux d'être avec vous tous aujourd'hui pour discuter donc des réactions que les puissances rivales ont eues à cet effort de pivot américain initié sous la présidence Obama, qui, comme on le sait, a été sensiblement transformé sous l'administration Trump avec cet espace indo-pacifique que l'on souhaitait ouvert et libre. Donc, c'est un grand privilège, un honneur d'accueillir parmi nous aujourd'hui trois grands experts, Bonnie Glaser, Zachary Paikin et Pierre Pallavi, qui vont nous parler respectivement de la position de la Chine, de l'Iran et de la Russie, des nouveaux équilibres stratégiques dans la région. Je rappelle à l'assistance que vous pouvez formuler vos questions dans la section Q&A et non pas dans la section chat. Alors, pour commencer, sans plus tarder, on ouvre ce panel avec Bonnie Glaser, who is currently a senior advisor for Asia and director of the China qui est conseillère principale pour l'Asie et directrice du China Power Project au CSIS, donc où elle travaille sur les questions liées à la sécurité de l'Asie-Pacifique. Elle est également chercheure non résidente à l'Institut Lowy de Sydney, en Australie, et associée principale au Forum du Pacifique. Avant de se joindre au CSIS, elle a travaillé comme consultante pour divers bureaux du gouvernement américain, notamment les départements de la Défense et des Affaires étrangères. Elle a publié de nombreux articles sur les politiques étrangères et sécuritaires des États-Unis. Elle siège au Council for Security Cooperation dans l'Asie-Pacifique et membre du Conseil des relations étrangères de l'Institut international d'études stratégiques. Madame Glaser, merci encore une fois de vous joindre. Glaser, merci encore d'être avec nous. Vous avez le parquet virtuel pour les 20 prochaines minutes. Merci Yann, merci de cette invitation à prendre part à ce panel et une discussion fort intéressante sur le pivot vers l'Asie. Je vais me concentrer aujourd'hui sur le point de vue chinois, notamment sur 2011 et le déploiement de ce pivot jusqu'à aujourd'hui sous l'administration Biden. Au départ, il y avait un débat en Chine sur les facteurs motivant ce pivot américain. Lorsqu'il y a un virage potentiel dans la politique américaine, les États-Unis passent passablement de temps à débattre de ses intentions. On l'a vu dans le cas de l'administration George W. Bush, lorsque Bob Zoellick, sous-secrétaire d'État, a donné son discours sur les parties prenantes responsables. Donc, l'annonce de ce pivot a soulevé un débat en Chine. Dans un éditorial de Xinhua, rapidement, on soutenait l'argumentaire que ça visait à ouvrir l'accès au marché chinois pour aider la reprise d'une économie faible aux États-Unis et améliorer les chances de réélection de Barack Obama. D'autres avaient des points de vue différents. Certains experts de pointe maintenaient que ce pivot vers l'Asie visait à contenir la Chine. La secrétaire d'État à l'époque, Hillary Clinton,
a, en juillet 2010, au forum ASEAN, prononcé un discours qui donnait le signal que les États-Unis allaient s'impliquer davantage dans la mer de Chine du Sud. Puis, au fil du temps, comme je vais en parler, le point de vue que le pivot, le rééquilibrage et la stratégie Free and Open Indo-Pacific visent tous à contenir cette montée en puissance de la Chine. Et cette vision s'est imposée dans le temps et c'est le cas aujourd'hui. Toutefois, il vaut la peine de noter qu'il y a un débat en continu en Chine sur la réponse que devrait faire la Chine à cette stratégie par les États-Unis. Lorsque le pivot a été déployé en 2011, la Chine se préparait à sa transition de leadership qui a eu lieu en novembre 2012. Ainsi, conjugué au fait que la Chine continuait d'évaluer et de débattre des intentions des États-Unis quant à son rééquilibrage, la Chine a réagi d'une façon assez maîtrisée pendant les dernières années du précédent président. Donc, la première indication d'une réaction de politique est venue en octobre 2013 lorsqu'il y a eu une conférence diplomatique périphérique en Chine. Et il en est ressorti que le fait d'assurer les intérêts clés de la Chine à sa périphérie donc, était une priorité. Xi Jinping a prononcé une conférence d'ailleurs à cette conférence. Et j'entrevois 3 messages qui en ressortent. D'abord, le renforcement de la relation avec tous les pays frontaliers de la Chine était une priorité pour la capitale chinoise. Deuxièmement, Xi Jinping a appuyé sur le fait que les voisins de la Chine devraient profiter davantage de sa croissance économique. Le troisième message qui ressortait de cette conférence, mais moins dans la version publique du discours, parce que ce n'est pas tout le discours qui a été rendu public, il a été résumé dans les médias chinois, mais le troisième et le suivant, c'est que la Chine devrait utiliser son levier pour obtenir le respect de ses voisins et les dissuader de mettre au défi les intérêts de la Chine, de défier ses intérêts. Donc, je suis d'accord avec ceux qui ont parlé de l'importance de cette conférence périphérique comme visant essentiellement à rassurer la région. À l'époque, une source m'avait informé que le président avait dit dans son discours, entre guillemets, interne, que la Chine doit maintenir un certain déséquilibre chez ses voisins et utiliser les surprises à son avantage. Et en fait, c'est exactement ce que la Chine a mis en pratique en novembre 2013, après la tenue de cette conférence, lorsqu'elle annonçait une zone d'identification de défense aérienne dans la mer de Chine orientale et lorsque la Chine a déployé une plateforme de forage dans les eaux vietnamiennes en mai 2014. Donc, son discours se voulait rassurant pour les voisins, mais dans ses actions, la Chine les avertissait de ne pas s'aligner de près avec les États-Unis dans leur pivot vers l'Asie, de ne pas défier les intérêts de la Chine. Ceci a été suivi d'une approche plus proactive en vue de diluer l'influence américaine dans la région et Xi Jinping a prononcé un discours important à la conférence pour l'interaction et la confiance en Asie, c'était en 2014. Je vous citerai ceci. Il a dit, les peuples asiatiques devraient administrer les affaires asiatiques. Les peuples asiatiques devraient régler ces problèmes. Les peuples asiatiques devraient maintenir la sécurité de l'Asie. Les peuples asiatiques ont la capacité et la sagesse d'atteindre la paix et la stabilité dans la région par une coopération accrue. Et dans ce discours, Xi Jinping a proposé la création d'une nouvelle architecture de sécurité asiatique, présumément avec la Chine en son cœur. Et puis, la Chine a lancé sa politique d'un pivot vers l'Occident, visant à diversifier ses relations au-delà de l'Asie de l'Est maritime, en cultivant des relations plus étroites avec la Russie, avec l'Union européenne et
les pays de l'Asie centrale. Cette politique a jeté les racines pour ce qui allait devenir l'initiative, ou plutôt le programme, donc une ceinture, une route. Donc, il y a différentes écoles de pensée quant aux États-Unis et son pivot que des universitaires chinois ont élaboré en 2017. Et la première école veut que la montée en puissance de la Chine à un niveau de presque superpuissance a exigé que les États-Unis entreprennent ce pivot pour maintenir leur position mondiale. Mais cette école soutient que les États-Unis n'ont pas les capacités économiques ou de mobilisation pour soutenir ce pivot et ne sera pas en mesure de contenir la montée de la Chine. Donc, la prescription, là, c'est que la Chine devrait rester vigilante sans trop réagir. La deuxième école de pensée considère ce pivot pour d'abord comme étant d'abord pour contenir la Chine, mais aussi pour répondre à l'importance croissante de l'Asie dans son ensemble et de rééquilibrer la politique étrangère américaine pour tenir compte de l'importance accrue de l'Asie. Et il en résulte la politique suivante, qui est semblable, défendre les intérêts de la Chine en évitant la réaction excessive. La Chine devrait rester calme, mais montrer sa détermination tout en évitant de prendre des mesures qui pourraient pousser les pays régionaux à se joindre au Canada dans quelque chose qui pourrait devenir une alliance anti-Chine. Troisième école un peu plus alarmante, ce pivot américain est une menace directe à la sécurité et aux intérêts économiques, surtout parce que les États-Unis ont un réseau régional d'alliances. Donc, ceci viendrait compliquer l'environnement sécuritaire de la Chine et la politique qui est prescrite ici, c'est que la Chine empêche les États-Unis de travailler avec ses alliés et partenaires et de montrer qu'elle est bien déterminée à protéger ses intérêts. Mais c'est une approche décidément plus militante, une réponse décidément plus active. Donc, mon point de vue, enfin, c'est que la deuxième école a prévalu pendant l'administration Obama, mais des préoccupations quant au pivot américain se sont accrues vers la fin des 2 dernières années de l'administration Obama et ont continué de s'aggraver pendant l'administration Trump, qui a par la suite adopté la politique FOIP pour décrire la stratégie américaine. Puis, Beijing a conclu que de contenir, c'est ce que les États-Unis essayaient de faire et que la Chine devrait être plus proactive. Ces inquiétudes n'ont fait que s'intensifier sous l'administration Trump, en particulier en raison des opérations liberté de navigation dans la mer du Sud méridionale et pour bien entretenir les alliances avec le Japon, l'Australie et l'Inde, le Quad. Les ambassadeurs et porte-parole des affaires étrangères en Chine ont durci le ton, ont décrit la politique comme étant, comme cherchant à confronter et à contenir la Chine, surtout en contrant une ceinture, une route et en divisant la Chine et d'autres pays dans la région Indo-Pacifique. Il y a des signes d'anxiété chinoise par rapport à la stratégie que l'on continue à nommer la FOIP sous Biden. Alors, il y a des signes que ces anxiétés vont croissant. L'administration Biden accentue une redynamisation des alliances américaines, l'utilisation du Quad provoque de plus grandes inquiétudes en Chine. Jusqu'à récemment, les diplomates chinois étaient assez optimistes que le Quad n'allait pas se développer très bien, qu'il n'irait pas très loin et qu'il en résulterait une coopération très limitée. Mais je pense que cette attitude est en voie de changer. Je vois des inquiétudes croissantes en Chine à l'effet que le Quad pourrait mener
à une plus grande instabilité régionale. Un rapport chinois faisait état du fait que ou soutenait que ces 4 pays, en 2019, lorsque le niveau d'inquiétude était plus bas, mais on soutenait que les 4 pays allaient poursuivre leurs intérêts individuels plutôt que de faire des gains collectifs et que tant qu'une ceinture, une route était en œuvre, il n'y aurait pas cause d'inquiétude. Mais après l'arrivée au pouvoir de Biden, il y a eu d'autres expressions d'inquiétude, notamment l'Institut des ministères d'Affaires étrangères, leur président, l'ex-président exécutif dit que Biden comprend très bien le rééquilibrage de l'époque Obama. Il a dit, et je le cite, que Biden sait utiliser une variété de mécanismes et d'outils pour contenir le développement pacifique de la Chine avec ses alliés. Et il a ajouté que Biden espérait que la Quad allait faire avancer une approche multilatérale pour faire avancer les intérêts régionaux des États-Unis et déclarer que le capitaine America est de retour. Bon, je pense que ceci a poussé Beijing à faire avancer certaines idées au moment de la transition, notamment le nouvel accord d'investissement avec l'Europe et RCEP, qui est un partenariat économique régional qui ont été complétés et signés, quoique pas encore ratifiés, mais tout de même. L'étiquette FOIP a survécu. Certains sont surpris, non pas que le cadre géographique reste, mais que le terme, le sigle reste. Souvent, lorsqu'une nouvelle administration arrive, elle jette par-dessus bord les étiquettes de l'administration précédente. Toutefois, ceci a survécu et les Chinois maintiennent que ce cadre Indo-Pacifique n'est pas un concept durable ou viable à long terme. En dépit du fait que le terme Indo-Pacifique est utilisé par de plus en plus de pays, Beijing continue d'éviter d'utiliser ce terme. Lorsque les représentants du ministère des Affaires étrangères chinoises ont prononcé des discours lors de réunions régionales, par exemple, qui comportent le titre Indo-Pacifique, il y a eu une réunion en Indonésie en 2019 et les représentants chinois parlaient plutôt de l'Asie-Pacifique plutôt que du concept d'Indo-Pacifique. Et lorsque Wang Yi, le ministre des Affaires étrangères de la Chine, a été pressé de commenter sur un document de l'ASEAN qui a été publié mi-2019, regard prospectif sur l'Indo-Pacifique avec la stratégie des membres de l'ASEAN, Wang Yi a appelé les pays à se concentrer d'abord sur l'Asie de l'Est et l'Asie sur la coopération et le consensus, de se concentrer sur l'ouverture et l'inclusivité. Donc, le Chinois se préoccupe d'être inclus de ces stratégies indo-pacifiques ou d'être traité comme une cible par les États-Unis et ses partenaires. Donc, les hauts dirigeants comme Wang Yi ont averti expressément d'utiliser cela. Pour eux, sa cible, la Chine, s'est dépassée et ça pourrait provoquer une autre guerre froide. Et Beijing blâme de plus en plus et publiquement le FOIP ou le pivot pour la hausse des tensions dans la région. Récemment, l'ambassadeur chinois aux Nations unies, M. Cai, était interviewé dimanche matin lors d'un talk show. Il parlait de stratégie américaine et il disait, mais qui est à l'attaque? Qui est en défense? Vous n'avez qu'à regarder la carte géographique. Ils sont tous très loin des États-Unis. Mais lorsque les États-Unis sont davantage impliqués, il y a plus d'instabilité. C'est vrai partout dans le monde. Voyez le Moyen-Orient. Allez voir d'autres régions comme l'Amérique latine. C'est manifeste que lorsque vous rééquilibrez ou pivotez, peu importe le terme que vous souhaitez employer, il en résulte plus d'instabilité dans la région. Donc, c'est vraiment une déclaration très dure
beaucoup plus dur que ce qu'on a entendu précédemment des Chinois. Et c'est bien peu typique de l'ambassadeur chinois qui est généralement plus modéré. Donc, la Chine se préoccupe davantage des actions militaires et diplomatiques dans sa stratégie que de la sphère économique. Le partenariat transpacifique est venu en fait relâcher un peu de pression sur la Chine qui a signé ses accords de libre-échange avec la Corée du Sud et l'Australie. Et maintenant l'accord d'investissement avec l'Europe, le RCEP. Et elle a utilisé son initiative ceinture route comme levier. Donc, les plans pour les États-Unis de concurrencer cette initiative BRI, en fait, ne se sont pas concrétisés vraiment. En outre, la diplomatie COVID-19 de la Chine, ses équipements de protection personnelle, ses vaccins distribués et partagés avec les pays partout et surtout dans la région, ont été vus comme étant utiles pour faire la concurrence régionale aux États-Unis. Donc, la Chine voit du côté économique des avantages. Du côté diplomatique, ceci requiert certains ajustements à la politique de la Chine qui essaie de stabiliser ses relations avec le Japon, qui s'était détérioré à compter de septembre 2012. Mais puis ça a été progressif. Xi Jinping devait visiter le Japon, mais ça a été reporté en partie à cause de la COVID-19. Mais la Chine œuvre pour séduire la Corée du Sud et créer une alliance là, a exploité toutes les occasions créées par les frictions croissantes sous l'administration Trump entre Washington et Séoul. La force de ses liens avec Kim Jong-un et la Nord du Corée, c'est juste par le fait qu'ils ont eu 5 réunions en quelques années au sommet. On a vu Wang Yi a visité 9 pays sur 10 de l'ASEAN, donc en Asie du Sud-Est, au cours des 4 derniers mois. Tous ces mouvements diplomatiques sont cohérents avec la politique, les objectifs de politique étrangère de la Chine, mais résultent aussi peut-être des préoccupations croissantes de la stratégie FOIP et de faire avancer le Quad et le Quad+. J'aimerais conclure en parlant de Taïwan. L'aspect le plus dangereux du point de vue de la Chine, de la politique américaine dans l'Indo-Pacifique, c'est sa politique envers Taïwan. Le pivot ou rééquilibrage n'a pas repositionné Taïwan dans cette politique régionale. Renforcement des liens de défense avec Taïwan se sont faits très discrètement. Il n'y a pas eu de grand virage dans la politique pendant la présidence Obama. Mais sous Trump, il y a eu des percées, tant au niveau de l'exécutif qu'au Congrès. On parle des missiles cruise, des missiles de défense côtière. Bref, l'administration Obama n'avait pas expressément inclus Taïwan dans sa stratégie du pivot, mais l'administration Trump, elle, l'a fait. En juin 2019, le ministère de la Défense a publié un document très important sur l'Indo-Pacifique qui mettait en lumière le rôle de Taïwan et nommait Taïwan comme étant un pays pour la première fois dans un document officiel. Il y a eu des exercices militaires conjoints et d'autres opérations qui ont été rendus publics pour la première fois. Les États-Unis ont fait la promotion de contacts au haut niveau avec Taïwan et dans les derniers jours de l'administration Trump, elle a éliminé ses restrictions sur les contacts avec les représentants américains. Donc, depuis l'arrivée au pouvoir de Biden, je pense qu'il y a peu de signes que l'administration va continuer cette pratique d'utiliser Taïwan comme une arme contre la Chine, mais elle a bien envoyé le signal qu'elle allait continuer à soutenir fermement Taïwan et comme le dit le ministère d'État, le soutien américain pour Taïwan demeure extrêmement solide. Donc, la Chine évalue et observe la politique et la stratégie américaine dans la région et ses préoccupations seront d'abord sa politique vers Taïwan et l'effort américain potentiel de créer une coalition de pays ou plusieurs coalitions de pays qui pourraient nuire aux intérêts de la Chine ou endommager ses intérêts à l'avenir. Je m'arrête là et j'ai hâte d'entendre mes collègues sur le panel.
Merci beaucoup, Bonnie. C'est vraiment une merveilleuse façon de résumer les anxiétés croissantes de la Chine, qui exprime plutôt bien aussi ce qui se passe en Russie, parce que les sentiments que vous décrivez pourraient s'appliquer passablement bien, très bien, je crois, à la Russie. Donc, accueillons notre prochain panéliste, Zachary Paikin. C'est un diplômé de l'Université de Kent à Canterbury au Royaume-Uni. Il est depuis peu chercheur en politique étrangère de l'Union européenne au Center for European Policy Studies à Bruxelles. Il est également chercheur non résident à l'Institut for Peace and Diplomacy à Toronto et Senior Visiting Fellow au Global Policy Institute de Londres au Royaume-Uni. Il est en outre expert au Minsk Dialogue Council on International Relations et de l'Initiative de recherche Canada-Russie basée à l'Université de Victoria. Ses recherches, concentrées principalement sur les relations entre les grandes puissances et l'avenir de l'ordre mondial, ont été publiées dans des groupes de réflexion de premier plan. On pense au European Council on Foreign Relations, Royal Institute au Royal United Services Institute, au Royal Russian International Affairs Council et plusieurs autres dont je passe. Monsieur Paikin, c'est un grand plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui pour votre panel. Donc, vous avez une vingtaine de minutes et nous vous laissons la parole. Merci beaucoup, Yann. Un très grand plaisir de vous voir et merci d'avoir mené la modération de ce panel aujourd'hui. Et un grand merci aussi à Jonathan Paquin en tant que directeur de l'axe des grandes puissances au sein du réseau d'analyse stratégique. Je suis très content de participer au sein de cet axe en tant que collaborateur et je vous remercie vraiment de tout ce que vous faites cette année. C'est vraiment un sujet, les relations entre les grandes puissances qui va devenir de plus en plus importante et pertinent dans les années à venir, certainement. Donc, merci à tous d'être avec nous aujourd'hui. Je pense que pour la plupart des panélistes qui sont anglophones, je vais prononcer mon discours en anglais, si ça vous convient. Je commencerai avec une discussion d'ordre conceptuel pour donner un schéma conceptuel pour la politique étrangère russe, et puis je ferai le pivot avec jeu de mots pour parler d'implications pour la politique étrangère canadienne notamment. Il y a beaucoup de choses à savoir de la politique étrangère russe, mais il y en a trois que j'aborde en particulier aujourd'hui parce qu'elles sont pertinentes. D'abord, l'importance d'avoir le statut de grande puissance dans l'identité de la Russie et un objectif important de sa politique étrangère. Ses racines remontent au début de l'histoire moderne avec la chute de Constantinople, ce qui a laissé la Russie comme étant le seul pays orthodoxe de l'Est qui était indépendant à l'époque. Et peu après, Ivan le Terrible et d'autres se sont nommés des tsars, qui est une traduction de César. Ceci a mené à des tensions parce qu'on croyait qu'il y avait là une volonté de se mettre sur un pied d'égalité avec les grands Césars romains. Mais en tout cas, ces racines de volonté de vouloir être un grand pouvoir remontent aussi au milieu du 18e siècle, lorsque la Russie a été accueillie comme grande puissance au sein du système des puissances européennes. Ça s'est poursuivi après la Seconde Guerre mondiale, lorsque l'URSS, à l'époque, était l'un des membres fondateurs des Nations unies, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, et qui donc faisait partie de l'ordre international qui règne encore à ce jour. Et il vaut la peine de noter que dans le contexte post-Seconde Guerre mondiale, précédemment, on avait vu l'Europe comme étant l'autre contre lequel la Russie se mesurait. Bien après la Seconde Guerre mondiale, c'est contre les États-Unis que la Russie se mesure, ou l'URSS. Et depuis, donc,
Après la Seconde Guerre mondiale, cette recherche de statut Zachary, se produit sorry to au interrupt. niveau mondial. To our translator to properly translate your excellent presentation, may I ask you to proceed Je a little Puis-je vous slower? demander de ralentir un tout petit peu, Zachary, pour le bénéfice de l'interprète? Deuxièmement, la question des normes. Les normes comptent. On ne le reconnaît pas assez, surtout en Amérique du Nord. Ce n'est pas seulement les purs calculs, mais comme je le disais, ce sont des questions de statut et de reconnaissance qui remontent à l'histoire moderne, mais aussi après les guerres napoléoniennes, Alexandre Ier qui a proposé la première fois au Congrès de Vienne la Sainte Alliance, cette notion, et un système qui va au-delà de l'équilibre des pouvoirs, mais qui inclut des principes partagés avec d'autres pouvoirs conservatrices comme la Prusse, l'Autriche, ayant sacrifié 27 millions de ses propres citoyens après la Seconde Guerre mondiale. Il devenait très important pour la politique étrangère de la Russie de jouer un rôle et de normes. And so this notion of norms as well, in importance, continues into the post-Cold War era, in which Russia considers itself to be a defender, a defender of the true international order, if you will, against perceived elements or actions of the United States that are seen as unilateral. And so basically the way to understand Russia, I would think, there are many different facets of Russian foreign policy, obviously, but rather than thinking of Russia as a realist power, I think it's much more useful to think of Russia as a conservative. Plutôt que de considérer la Russie comme une puissance réaliste, mais plutôt une puissance conservatrice qui se voit comme défendresse d'un ordre international. Et cette notion de conservatisme russe révèle que l'Occident qui établit les règles du jeu, mais la Russie se voit comme une puissance conservatrice. Alors, il faut savoir, troisièmement, ce centrisme occidental. Donc, premièrement, Vyacheslav Morozov, professeur en Estonie, présente l'idée que la vision de la Russie, la Russie s'était vue comme subalterne par rapport à l'Ouest. Towards, at the beginning of the Age of Exploration, which coincides more or less with the beginning of modern history, you see qui coïncide d'à peu près coïncide avec le début de towards the high seas from the traditional more land and river-based routes. L'ère moderne. Russia becomes sort of a subservient economy, if you will, to the capital. La Russie devenait un petit peu accessoire comme économie en raison des routes de commerce. Bon, c'est controversé. Les critiques diront que ça prive la Russie d'un sens de l'action. Et ce n'est pas un élément de dépendance, mais c'est exprimé aussi dans l'ère d'après-guerre froide. Souvent, la politique étrangère russe cite des doctrines occidentales comme justification pour ses propres actions de politique étrangère. Et souvent, notamment avec l'administration Bush et sa guerre globale contre la terreur et la doctrine Bush sur la légitimité de l'action unilatérale dans l'intérêt national. On parle d'exceptionnalisme, mais encore, et que d'autres ont droit d'agir unilatéralement, donc pour défendre leurs intérêts, se préserver contre le terrorisme et
et la Russie devrait avoir le droit d'agir contre les insurgents tchétchènes, par exemple, en se fondant sur la doctrine occidentale. Deuxièmement, avec la reconnaissance unilatérale du Kosovo par beaucoup, mais pas tous les pays occidentaux. In the context of the Russo-Georgian War in Et dans 2008. le cadre de la guerre russo-georgienne en 2008, And then more recently in 2014, the legitimacy et puis plus récemment, en transferred as well 2024, to the Russian la Federation. légitimité de Same goes for the pivot, right? Same goes for the United States pivot to Asia. l'assimilation de la Crimée. C'est vrai pour le pivot aussi. Le pivot vers l'Est, entamé au début des années 2010 par la Russie, était un petit peu le miroir du pivot vers l'Asie des États-Unis. Donc, ce pivot vers l'Est de la Russie, vers l'Orient, réunit ces trois piliers de la politique étrangère, le bicontinentalisme, l'idée que la Russie est également une puissance asiatique, ça exprime aussi son statut unique de grande puissance, sa place dans le monde. Et en outre, ça exprime le fait que c'est une puissance conservatrice qui vient résister aux impositions libérales de l'Europe. Voici une solution de rechange. Et enfin, l'ironie qui veut que c'est en réponse à l'Occident et son pivot vers l'Asie. Donc, voilà ce dualisme de la politique étrangère russe. D'une part, elle exprime sa distinction, sa différence par rapport à l'Ouest, et tout en affirmant qu'elle répond à l'Ouest. Donc, voilà une dynamique qui s'exprime peut-être. Pivot to, a more dynamic in economic terms Asian region, natural change in the global balance of power, but this doesn't take away from the fact that there was a reactiveness to this move as well. So, moving on to the three different dimensions of Russia's Ce sont trois différentes dimensions du pivot vers l'Orient de la Russie. D'abord, l'annonce du pivot vers l'Est. Il y en a eu des annonces informelles, mais c'est devenu beaucoup plus officiel à compter de 2011, 2012, dans le contexte de l'élection ou la réélection de Vladimir Poutine au Kremlin. Néanmoins, c'est plutôt de nature rhétorique et ça ne prend pas vraiment de rythme au cours des premières années. Et surtout à cause des frustrations de la Russie dans ses relations avec l'Ouest qui s'étaient détériorées. Et Medvedev, qui avait été ministre des Affaires étrangères, souhaitait mettre de l'avant un nouveau traité de sécurité européenne. Agreed upon after the end of the Cold War, those efforts were rebuffed. And then, of course, in 2011, in the autumn of 2011, there was the intervention or rather, across 2011, there was the intervention of NATO in Libya, which NATO saw as, Western powers primarily saw, for the most part, as having a humanitarian mission, and which was approved by the UN Security Council, but which Russia and even other certain Western countries did not see as legitimating regime change. D'autres pays n'ont pas vu venir, et c'est une des raisons pour laquelle en Poutine partie, c'est ce qui a forcé s'est adressé Poutine au à Kremlin. revenir au Kremlin. Alors, c'est ces frustrations qui ont un peu alimenter ce pivot vers l'Est. Et après l'élection de 2012 en Russie, on a insisté sur une nouvelle union eurasienne. Donc, les négociations, les délibérations ont commencé et c'est devenu le projet signature, si vous voulez, de Poutine, du Kremlin, de 2012 à 2018. Alors, au départ, tout cela s'adressait surtout à l'Ukraine. On cherchait une alternative
à l'accord commercial déjà en place. Alors, ça montre la mesure dans laquelle la Russie était toujours focalisée sur l'Ouest. Maintenant, en raison des difficultés de 2013-2014 et les sanctions qui ont été imposées par le monde sur la Russie, à ce moment-là, la Russie a voulu réorienter son action vers l'Est. Quoi qu'il en soit, il demeure des difficultés malgré tout. Il n'était pas clair en 2014 quel changement aurait lieu, mais avec le temps, c'est devenu clair que c'était un peu plus qu'une union douanière. Donc, on n'a pas réussi à mettre au point un niveau d'intégration dans la région semblable à l'Union européenne. Conséquemment, c'est dans une certaine mesure un défi, mais la Russie a pu donc insister beaucoup sur ses politiques étrangères dans la région plutôt que vers l'Occident, si vous voulez. Au-delà de cela, la Russie a généralement, comme c'est le cas avec beaucoup de ses voisins, travaillé de manière bilatérale. Alors, dans un contexte multilatéral, on pourrait dire que ça signifie une faiblesse pour la Russie, un affaiblissement. Et il n'y a que 5 membres dans cette union eurasienne qui sont perçus comme capables de tenir tête à la Russie. Les plus petits pays comme Bélarus, l'Arménie, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan sont beaucoup plus intéressés par le marché russe, essayer de trouver des moyens d'avoir une alternative à la Chine, même si la Chine demeurera très importante, un moteur très important de la modernisation de la région. Alors, il y a un petit parallèle avec le concept POIP, mis au point par le Japon avant d'être repris par les États-Unis, où l'Union européenne, l'Union plutôt eurasienne, est un concept similaire. Maintenant, au-delà de ce pivot vers l'Est, d'abord l'annonce du pivot, puis la vision qui en a découlé après le début de la crise en Ukraine. Donc, le ministère des Affaires étrangères de la Russie dit à l'époque, on a une vision pour une Eurasie plus forte. L'idée étant que la vision la plus importante après la fin de la guerre froide est une Europe qui inclut la Russie. Et la Russie, suite à un échec important, insiste de nouveau sur ce partenariat en disant que ce sont les principes pluralistes qui doivent être présentés avant tout autre. Et Zachary, à ce stade, je vais vous demander de conclure car nous sommes à court de temps. Oui, mes excuses. Mes excuses. Alors, si vous permettez, je vais passer au fait que le partenariat en Eurasie est une dépendance de la Chine. Ça révèle la mesure dans laquelle la Russie a très peu d'options sans l'Ukraine. Sans l'Ukraine, la Russie n'est pas un grand empire. Donc, la Chine est nécessaire pour le développement, ce qui affaiblit l'importance du pivot vers l'Asie, c'est-à-dire l'investissement de la Corée et du Japon. Eh bien, leur place est limitée en raison de la place de la Chine.
Les partenariats avec l'Inde et le Vietnam sont peut-être de longue haleine pour la Russie, mais ils sont trop peu importants. Ce qui signifie que la dépendance sur la Chine est importante, ce qui ne signifie pas qu'ils auront un statut de partenariat inférieur, mais ça montre la faiblesse du pivot. Ça montre bien que la Russie, pour le moment, se trouve dans une... Oh, écoutez, ça me paraît être une conclusion très appropriée. Merci, merci infiniment. I would love Pour to cet jump. aperçu. Alors, je voudrais vous proposer des remarques, mais je crois qu'il est temps de passer à notre dernier panéliste, Pierre Paletti, de Toronto, qui est actuellement directeur du département de la sécurité et des affaires internationales. Pierre, c'est l'auteur de nombreuses études sur les thèmes de diplomatie publique, des communications stratégiques, les questions de guerre asymétrique, des défis hybrides. Bref, il est connu aussi pour ses articles sur la stratégie régionale et internationale de la République islamique iranienne. Et c'est à ce titre qu'il est notre invité aujourd'hui. Il a publié des livres très bien reçus sur la révolution iranienne. Il travaille ponctuellement à titre de consultant média sur la question iranienne. C'est un membre actif de l'Observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord de la chaire Raoul Dandurand. Pierre, merci d'être avec nous aujourd'hui. Il nous reste un bon 15 minutes pour vous entendre sur la façon dont l'Iran se positionne actuellement dans les rééquilibrages stratégiques de la région. Merci d'être là. Merci Yann, merci au réseau d'analyse stratégique, merci à Jonathan Paquin aussi pour l'invitation, pour toute l'organisation, réseau qui tient ses promesses, Covid ou pas. There's no way I will be able to keep with Zachary's pace. Je ne pourrai certainement pas parler à la même vitesse que Zachary, mais je tâcherai de m'en tenir à 15 minutes. Vous avez peut-être vu qu'il y a dès ce matin, l'Iran faisait à nouveau la une des médias, notamment à cause des frappes de l'aviation américaine en Syrie. Il n'y a pas une journée, il n'y a pas une semaine qui passe sans que ce pays fasse la une des journaux. Et donc, c'est une bonne façon de finir ce colloque très intéressant jusqu'à maintenant. J'espère que je ne vais pas gâcher ça. Le pivot asiatique, c'est-à-dire vraiment ce rééquilibrage dont on a parlé, ce rééquilibrage stratégique vers l'Asie repose, en ce qui concerne le Moyen-Orient, sur un pari multiple. D'abord, c'est bien sûr un désengagement graduel, progressif, relatif du Moyen-Orient pour se recentrer sur l'est du continent eurasiatique dont vient de parler Zach. Mais ceci implique également la promotion d'un système moyen-oriental plus multipolaire qu'il ne l'était auparavant, ce qui va de pair, évidemment, avec un autre pari, peut-être plus ambitieux à ce moment-là, celui de réintégrer l'Iran dans le concert moyen-oriental. Sans cette réintégration, il n'y a pas de système moyen-oriental stable. Alors, comme il a été dit depuis ce matin, les prémices de cette réorientation de la politique moyen-orientale et de la politique iranienne des États-Unis sont visibles dès le début de l'administration Obama. On peut les lire entre les lignes dans le discours qu'il prononce au Caire en juin 2009, intitulé « A New Beginning », un nouveau début dans lequel il appelle à redéfinir les relations entre Washington et les États arabes, à prendre ses distances avec un certain nombre de régimes autoritaires, et il ouvre aussi la voie à une interaction avec ce qu'il appelle lui-même les islamistes modérés. Ce discours trouve un écho dans une autre politique qui est inaugurée à ce moment-là, c'est celle de la main tendue vis-à-vis de la République islamique iranienne, qui est inaugurée en mars 2009, donc à peu près en même temps, c'est très cohérent. Et dans cette politique, eh bien, tout simplement, le président Obama appelle à ouvrir un nouveau chapitre dans les relations irano-américaines et à établir dans l'immédiat un dialogue avec le guide suprême de la révolution islamique, Ali Khamenei. Dès le départ, ce pari, cette ambition
de restructuration des relations arabo-américaines, irano-américaines, se heurte à un certain nombre d'obstacles importants, parmi lesquels d'abord la réélection contestée, je suis sûr que vous vous en rappelez, du président Ahmadinejad, des positions extrêmement intransigeantes qu'il avait prises, surtout la découverte par l'AIEA du développement d'une centrale nucléaire secrète près de la ville de Rome en 2009. En 2010, cette fois-ci, c'est les Iraniens qui découvrent quelque chose, c'est le programme Stuxnet, développé par les États-Unis et Israël pour neutraliser le programme nucléaire iranien. En 2010, les Iraniens rejettent l'offre américaine de se voir offrir de l'isotope médical ou d'entreprendre des négociations élargies. Et en fait, vraiment, on semble, fin 2010, début 2011, avoir atteint un cul-de-sac quand les États-Unis et leurs partenaires du P5+1 développent une batterie de sanctions à l'encontre de la République islamique iranienne. Cette situation est débloquée, elle est déverrouillée par un phénomène géopolitique d'une importance considérable. C'est le printemps arabe de 2011, dont on fête aussi les 10 ans. Ce printemps arabe permet de sortir de l'impasse. Il s'accompagne d'un certain nombre de développements intéressants pour l'Iran, je dirais même davantage. Il fournit des avantages intéressants pour l'Iran, parmi lesquels la disparition d'un certain nombre de dirigeants arabes, laïcs et farouchement anti-iraniens, comme par exemple Hosni Moubarak en Égypte, et le remplacement de ces leaders par d'autres dirigeants, d'autres régimes mieux disposés à l'égard de la République islamique, comme par exemple l'Égypte de Mohamed Morsi, dont la première visite était à Téhéran, et une des premières initiatives de politique étrangère était de permettre à la marine du corps des gardiens de la révolution islamique de passer par le canal de Suez, ce qui était une première depuis 1979. Surtout, le printemps arabe va avoir un effet beaucoup plus intéressant pour les Iraniens, c'est d'entraîner un affaiblissement des rivaux géopolitiques de l'Iran, à savoir Israël et l'Arabie saoudite, un repli de l'Arabie saoudite et un processus de bunkérisation d'Israël. Donc, vraiment une neutralisation des adversaires de l'Iran qui, ajouté à l'annonce officielle du pivot asiatique en 2011 par le président Obama, donc l'annonce que les États-Unis vont se désengager du Moyen-Orient pour se concentrer sur l'est du continent eurasiatique, tout ça, c'est du pain béni pour les Iraniens qui voient ça d'un œil extrêmement favorable. Le président Ahmadinejad, encore lui à l'époque, va prophétiser un peu avec l'enthousiasme qu'on lui connaissait à l'époque, va prophétiser l'avènement d'un nouveau Moyen-Orient, un Moyen-Orient plus favorable à l'Iran et débarrassé, ce sont les termes qu'il utilise lui-même, débarrassé de l'influence israélienne, débarrassé de l'influence saoudienne et débarrassé de l'influence américaine, puisque les Américains s'intéressent désormais plus à l'extrême-orient. De fait, à partir de 2011, les Iraniens vont profiter de ce désengagement pour développer une politique tous azimuts qui va les amener à sortir très largement du cadre restreint de leur sphère d'influence irano-chiite pour vraiment devenir actifs aux quatre coins du Moyen-Orient, au Levant, bien entendu, mais aussi en Arabie saoudite, au Yémen, en Afrique du Nord, au Soudan, au Sahel, dans la Corne de l'Afrique et bien au-delà dans le reste de l'Afrique subsaharienne, en Amérique latine. À partir de ce moment-là, on a l'impression qu'à défaut d'être omnipotent, l'Iran est devenu omniprésent, incontournable, replacé au centre de l'échiquier moyen-oriental. En fait, à partir de 2011, il y a des voix qui se font entendre dans le milieu académique pour souligner les effets délétères du pivot asiatique en ce qui concerne le Moyen-Orient et en particulier le renforcement marqué de l'Iran et la poursuite par Téhéran d'un certain nombre de politiques déstabilisatrices menées par le corps des gardiens de la révolution et la force Al-Quds dans la région, mais aussi la poursuite du programme nucléaire. Qu'à cela ne tienne, les Iraniens vont continuer à profiter du momentum créé par le pivot asiatique et par le printemps
arabes. Ils vont surfer sur d'autres événements qui arrivent à ce moment-là, en 2013. D'abord, l'élection de l'ayatollah Hassan Rouhani à la présidence iranienne, figure plus favorable, plus rassurante que celle de Ahmadinejad. Et surtout, ils vont profiter de leur propre participation à la lutte contre Daesh, contre l'État islamique, aux côtés de la coalition internationale dirigée par les États-Unis. Alors, de facto, l'ancien pays de l'Axe du Mal et le Grand Satan collaborent ensemble et luttent contre un ennemi commun qui est l'État islamique. Les Iraniens vont profiter de cette situation-là pour se refaire une réputation, se refaire une image à l'échelle internationale, se présenter comme des partenaires fréquentables à nouveau, surtout comparés aux fous de Daesh, et comme des partenaires fiables. Ils vont donc en fait acquérir une position de force pour négocier sur des dossiers épineux, et notamment sur le dossier nucléaire. Alors, 2013, les Iraniens sont d'autant plus disposés à négocier sur le nucléaire, à faire des concessions là-dessus, qu'ils y voient un moyen d'abord de relégitimer le régime à l'interne aux yeux des Iraniens en faisant tomber les sanctions et en donnant un bol d'air à l'économie iranienne qui était exsangue du fait de l'embargo international, se refaire une réputation à l'échelle régionale et réchauffer leurs relations avec les États-Unis et les chancelleries occidentales, donc revenir sur le devant de la scène et trouver une place à la table des négociations. Le processus culmine, comme vous le savez, avec la signature en juillet 2015 de ce qu'on a appelé le plan d'action global commun, ou le JCPOA, pour utiliser l'acronyme anglais, qui place de fait l'Iran au seuil d'une réintégration dans la communauté internationale et qui semble amorcer le début d'un retour en grâce inexorable de l'Iran. L'Iran est normalisé, l'Iran normalise ses relations avec le monde et l'Iran devient vraiment un pays central du jeu moyen-oriental. À partir de ce moment-là, les observateurs n'hésitent pas à qualifier l'Iran de véritable superpuissance du Moyen-Orient. On parle aussi de Pax Iranica pour décrire la nouvelle configuration de puissance à l'avantage de l'Iran. Mais en même temps, cette réintégration de l'Iran, qui est le corollaire du rééquilibrage et du désengagement américain vis-à-vis du Moyen-Orient, va se heurter à un obstacle structurel, systémique majeur, qui est la logique de jeu à somme nulle qui caractérise la dynamique sécuritaire au Moyen-Orient. Ça veut dire quoi cette logique? C'est tout simplement que tout gain, tout bénéfice engrangé par l'Iran va être automatiquement interprété par Israël et par l'Arabie saoudite comme un échec pour eux, comme une perte sèche en ce qui concerne leurs propres intérêts. En d'autres termes, ils vont voir le réchauffement des relations entre Téhéran et Washington comme une remise en cause de leurs propres relations privilégiées avec l'Occident et avec les États-Unis en particulier. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est que dès le début, dès après la signature de l'accord nucléaire de 2015, ils vont tout faire pour renverser les effets du pivot asiatique et réengager les États-Unis au Moyen-Orient. Ils vont lancer un véritable SOS qui va être reçu, comme vous le savez, par Donald Trump. Donald Trump vient à leur secours. La suite, on la connaît, c'est l'adoption de la doctrine Trump pour le Moyen-Orient, un rapprochement très marqué vis-à-vis d'Israël et de l'Arabie saoudite, et la mise en place de la fameuse stratégie de pression maximale, qui est une stratégie à 360 degrés d'étouffement économique et d'endiguement militaire de l'Iran. L'idée, c'est de repousser l'Iran dans sa sphère d'influence traditionnelle, de remettre, si vous voulez, le djinn iranien dans sa lampe. À plus longue échelle et au cours des 10 dernières années, je dirais que la restructuration induite par le désengagement américain et le recentrage sur l'Asie a eu plusieurs effets secondaires, dont le plus important est d'abord une polarisation du rapport de force régional, une polarisation qu'on présente souvent à tort
comme étant limité à un clivage confessionnel chiite-sunnite, même si c'est un élément qui en fait partie. C'est surtout l'opposition avec d'un côté l'Iran, la Syrie, dans une certaine mesure l'Irak et les partenaires non étatiques de l'Iran, le Hezbollah et Katib, qui ont été frappés ce matin par les Américains, et tout ça sous le patronage bienveillant, distant et prudent de la Russie de Vladimir Poutine. Et puis de l'autre, tout simplement Israël et les pétromonarchies du Golfe, dirigées par l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn, et tout ça sous le patronage bienveillant, distant et relativement prudent des États-Unis de Donald Trump, mais aussi, jusqu'à preuve du contraire, des États-Unis de Joe Biden, parce que jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore vu de grosses modifications, de remise en cause de cet alignement. De manière générale, le pivot asiatique va avoir également des effets à l'échelle eurasiatique, à l'échelle du continent, et va entraîner une redistribution de puissance. En fait, en se désengageant du Moyen-Orient, les États-Unis ont envoyé un message de vide géopolitique que se sont empressés de remplir la Chine et la Russie. Donc, vous avez un paradoxe assez ironique, c'est qu'en même temps que les États-Unis font un pivot asiatique, les Chinois et les Russes font un pivot moyen-oriental. Depuis 2011, on a un retour marqué de la Russie au Moyen-Orient, avec l'aide du partenaire iranien, qui est utilisé comme une plateforme de projection de puissance et ce dont parlait Zachary, de rétablissement de la grandeur géopolitique de la Russie. Et puis aussi la Chine qui pénètre au Moyen-Orient, comme le disait Bonnie tout à l'heure, en voyant les stratèges iraniens, les stratèges chinois décrivent très couramment l'Iran comme je les cite, un pays qui est au centre de tout, et tout simplement comme un des chaînons centrales, un des éléments centraux de la fameuse nouvelle route de la soie, le BRI, qui est développé et qui permet à la Chine tout simplement de négocier ce partenariat stratégique avec Téhéran en ce moment. Donc tout se passe un peu comme si le pivot stratégique avait contribué à générer l'avènement d'un bloc eurasiatique articulé autour de la Chine, de la Russie, mais aussi de tous les pays qui gravitent autour de l'Organisation de coopération de Shanghai, dont l'Iran. Et je conclurai en disant que 10 ans après son introduction, on se rend compte que le concept de pivot asiatique a été plus facile à conceptualiser théoriquement qu'à mettre en œuvre concrètement par les Américains. Les États-Unis qui ont appris à leurs dépens que, comme ça a toujours été le cas, l'Iran est un pays charnière, qu'ils ne peuvent pas se permettre le luxe de négliger, pas plus qu'ils ne peuvent se permettre le luxe de délaisser le Moyen-Orient. Pourquoi ? Parce que ça comporte d'énormes risques. Donner une marge de manœuvre à l'Iran pour poursuivre un certain nombre de politiques déstabilisatrices, ou en tout cas qui vont contre les intérêts stratégiques des États-Unis et de leurs partenaires régionaux, et surtout ce grand risque de créer un vide géopolitique en même temps qu'ils assiègent la Chine et la Russie se répandent, se développent au Moyen-Orient. Et je terminerai là-dessus. Merci beaucoup, Pierre, pour ce tour d'horizon fort éclairant sur l'évolution de la situation avec l'Iran. Nous avons quelques questions dans le Q&A que j'aimerais vous présenter, mais d'abord, je vais abuser de mon statut de président pour lancer la première. On voit qu'il y a une convergence de vues favorable à une multipolarisation du système international qui, sur le plan des idées, amène effectivement la Chine, la Russie et l'Iran à converger. Tu as mentionné l'Organisation de coopération de Shanghai. D'un point de vue russe, c'est une organisation majeure. On a vu des déploiements militaires de plus en plus importants au fil des dernières années entre la Russie et la Chine. Mais le morceau iranien m'intrigue dans ça. L'Iran cogne à la porte de l'Organisation de Shanghai depuis plusieurs années. Elle a un statut d'observateur depuis 2005, mais il n'y a pas question pour le moment qu'elle soit admise en tant que membre. I would very like to hear Bonnie. J'aimerais beaucoup entendre Bonnie sur ce point. Comment la Chine considère-t-elle la coopération stratégique avec l'Iran? Pierre a parlé
d'énormes investissements en Iran à l'heure actuelle, mais bon, il s'agit d'une dimension de la politique étrangère chinoise dont je n'ai pas encore entendu parler. Et à Zachary, comment verriez-vous la résistance de la Russie à l'intégration de l'Iran dans l'Organisation de coopération de Shanghai? Bonnie. Je suis désolé, j'ai raté une partie de votre question. Pourriez-vous répéter ce que vous voudriez que la partie à laquelle vous vouliez que je réponde? Comment la Chine envisage-t-elle l'entrée de l'Iran dans l'Organisation de coopération de Shanghai? Comment évalueriez-vous l'état de la relation sino-iranienne? Je suis sûr que certains de nos autres intervenants sont mieux informés que moi sur ce point. Je m'intéresse moins au Moyen-Orient, mais la Chine entretient des relations importantes avec le Moyen-Orient, avec l'Iran en particulier, dans le domaine des importations de pétrole. L'Iran occupe une place de premier rang dans les relations bilatérales de la Chine. Je n'ai pas suivi de près la position de la Chine sur l'entrée de l'Iran dans l'Organisation de coopération de Shanghai. Zachary, avez-vous quelque chose à ajouter? D'abord, excusez-moi d'avoir parlé trop longtemps. Ce sujet me passionne. Cela n'arrive pas souvent. La réponse à la question, c'est que la Russie est généralement favorable à tout ce qui rend l'ordre international un peu plus multipolaire. Donc, l'expansion de l'Organisation de coopération de Shanghai a accueilli l'Inde et le Pakistan en 2017. C'est comme la Grèce et la Turquie qui sont membres de l'OTAN, qui sont parvenus à intégrer l'Inde et le Pakistan dans l'Organisation de coopération de Shanghai. Et ça montre quelque chose de très intéressant quant à la nature du vecteur oriental de la politique étrangère de la Russie. Le vecteur occidental vers l'Europe est beaucoup plus antagonistes, mais la Russie a beaucoup plus la possibilité de jouer le rôle d'intermédiaire utile dans le contexte eurasiatique. Dans le contexte, par exemple, des affrontements entre la Chine et l'Inde en début 2020 au Ladakh, dans lesquels la Russie a joué un rôle important d'interlocuteur entre les deux parties, s'assurant ainsi que les relations ne se détérioraient pas trop. Le Canada peut peut-être réfléchir, tandis que l'équilibre du pouvoir glisse vers l'Est, pouvons-nous maintenir notre politique étrangère plus militarisée, axée sur l'OTAN? Devrions-nous envisager l'Asie-Pacifique et la dimension eurasiatique de notre politique, peut-être en tant qu'intermédiaire utile, les dimensions diplomatiques et politiques pour nous assurer que l'affrontement sino-russe, plutôt russo-américain à l'heure actuelle, plutôt sino-américain à l'heure actuelle, n'entraînerait pas une érosion de l'ordre international basé sur les règles. Si nous ne pouvons pas cloisonner ces deux aspects de notre politique étrangère, il y a peut-être la possibilité d'un dialogue stratégique entre le Canada et la Russie, sinon dans la sphère euro-atlantique, du moins dans la sphère de l'Asie-Pacifique. Ce serait intéressant de pouvoir réfléchir stratégiquement à ces termes. Merci beaucoup. Bon, la collaboration entre les États-Unis et ses alliés. Jan Weinberg nous demande à Bonnie, dans quelle mesure pensez-vous que la collaboration de l'OTAN avec les forces américaines dans la région de l'Asie-Pacifique exacerbe la rivalité avec la Chine? Et comment ce qui est relié à la question de savoir comment le Canada devrait s'engager. La participation de l'OTAN ou la présence de l'OTAN dans la région Indo-Pacifique a été assez limitée, quoique cette région attire davantage d'attention dans la région. Bien sûr, on a parlé de la France, du Royaume-Uni en particulier, qui contribue à certains des déploiements militaires dans la mer de Chine du Sud. Je crois que cela continuera, mais la priorité de l'OTAN demeure, et c'est approprié, l'Europe. Il y a bien entendu des questions de coût, il y a des questions d'efficacité opérationnelle, des questions de priorité opérationnelle qui exigent que l'OTAN concentre ses efforts sur l'Europe et dans une certaine mesure l'Afrique du Nord. Donc, je m'attends à ce que
Si nous considérons la manière dont les États-Unis pourraient évoquer cette question dans le contexte de l'OTAN, il pourrait y avoir un certain intérêt à l'égard de la possibilité que les membres de l'OTAN assument un rôle plus important dans la défense, assument une part plus importante du fardeau de la défense en Europe, libérant ainsi certaines des ressources américaines qui pourraient se concentrer davantage sur le Pacifique occidental. Mais je doute qu'il y aura un rôle important, que l'OTAN assumera un rôle important dans la région Indo-Pacifique. C'est mon sentiment. Une autre question qui est apparentée, posée par Samantha Duchesne, portant sur la situation au Myanmar, la démocratie. Vous avez dit qu'il était important que la Chine trouve des solutions asiatiques aux problèmes asiatiques. Est-il envisageable que les tentatives occidentales d'exercer des pressions sur la situation au Myanmar pourraient contribuer à la dégradation de la situation? Comment voyez-vous la crise au Myanmar à l'heure actuelle? Comment pensez-vous qu'elle influence la situation? La crise du Myanmar je pense, soulève des défis non seulement pour ceux qui voudraient que la démocratie continue de s'épanouir au Myanmar, mais aussi pour la Chine, parce que la Chine entretenait des relations cordiales avec la LND et le parti d'Aung San Suu Kyi. Et la Chine a entretenu des relations compliquées avec les militaires birmans dans le passé. Des déclarations assez intéressantes ont été faites par la Chine. Les Chinois se préoccupent avant tout de l'instabilité et encouragent les généraux qui ont pris le pouvoir à calmer le jeu, à ne pas recourir à la violence. Donc, quels que soient les dirigeants du Myanmar, la Chine veut avoir des relations, entretenir de bonnes relations avec ce gouvernement. Donc, la Chine ne veut pas s'aliéner, ne veut s'aliéner aucun des protagonistes, ni le gouvernement d'Aung San Suu Kyi, ni les militaires. Je crois que la situation va se dénouer au cours des semaines et des mois à venir, et la Chine va se positionner afin de préserver de bonnes relations avec le Myanmar, quelle que soit la suite des événements. Bien sûr, pour des pays comme les États-Unis et le Canada et d'autres démocraties, nous devons tâcher d'exercer une pression continue sur les militaires afin de susciter le retour d'Aung San Suu Kyi et de son parti, lesquels ont remporté une victoire écrasante aux dernières élections, et nous devons nous assurer que la démocratie soit rétablie au Myanmar et que les droits du peuple birman sont protégés. Donc, je crois que nous nous trouvons dans un carrefour pour la situation au Myanmar. J'espère que la situation prendra un tour positif dans les semaines et mois à venir. Merci beaucoup. Une autre question de Jésus Benoît, encore une fois sur le thème de la Chine, l'influence de la Chine au Moyen-Orient. La question, est-ce que ceci commence à devenir une menace pour les intérêts russes? Et la manière dont comment les élites russes réagissent généralement à cette stratégie? Estimez-vous qu'il y a une convergence de vues entre l'Iran et la Russie sur ce point, ou est-ce qu'il y a des motifs de désaccord? Pierre Zacharie? Si je peux juste me prononcer là-dessus, il y a effectivement la place pour créer une sorte de clivage entre Pékin et Moscou et Téhéran. Les élites iraniennes voient d'un très mauvais œil l'influence croissante des Chinois en Iran. Quand on a appris l'été dernier, 2020, que le régime iranien et Pékin étaient en train de négocier un partenariat stratégique très large qui implique des éléments sécuritaires, mais également économiques. Il y a eu une réaction, une levée de bouclier dans l'opinion publique iranienne, je dirais une sorte de fièvre nationaliste. On a entendu les Iraniens dénoncer l'achat de l'île de Kish dans le Golfe Persique.
On a également considéré que, par exemple, la pandémie de Covid avait été développée. C'est la paranoïa iranienne, mais il faut la prendre comme elle est. La pandémie de Covid avait été développée dans la ville de Rome, au centre de l'Iran, près de Téhéran, à cause de la présence de nombreux investisseurs et de nombreux diplomates chinois. Mais c'est dire qu'il y a une réaction épidermique possible à ce niveau-là. Et les Iraniens sont toujours très opposés à ce qui ressemble à de l'impérialisme. Ils sont opposés à l'impérialisme occidental, l'impérialisme américain, certainement. Mais s'ils voient qu'il y a quelque chose qui ressemble à l'impérialisme chinois, c'est pour ça qu'ils veulent garder, et par rapport à ta première question, leur relation avec l'Organisation de coopération de Shanghai la plus informelle possible. Ça, c'est pour consommation interne. Zachary? Ce que je dirais, c'est que l'élite russe a déjà tenu compte de la montée en puissance de la Chine dans sa politique étrangère depuis longtemps. Comme je l'ai dit dans ma présentation, la Russie demeure axée sur l'Occident puisque ses principales préoccupations de sécurité proviennent de l'alliance avec l'OTAN. Donc, essentiellement, ça ne signifie pas que pour avoir une position nuancée pour, par exemple, la mer de Chine du Sud, mais le plus important pour la Russie, c'est de s'assurer que l'Ouest est endigué, que ce soit dans le Caucase du Sud, la combinaison russo-turque dans le conflit du Nagorno-Karabakh ou la montée de l'influence chinoise dans le Moyen-Orient et l'Asie centrale. Le plus important, c'est que c'est aux dépens de l'Occident, ce qui montre la mesure dans laquelle la Russie est capable de susciter des engagements dans le cadre de priorités de politique étrangère positive avec d'autres puissances et montre dans la mesure dans laquelle la Russie, dans cette sphère eurasiatique, peut jouer un rôle d'intermédiaire utile. Si vous demandez aux Indiens et aux Pakistanais, par exemple, que pensez-vous des Américains, bien sûr, c'est une question qui divise. Les Chinois, oui, ça divise, mais la Russie, tout le monde semble être d'accord que la Russie, ça va, la Russie, c'est sympa. Globalement, donc, c'est quelque chose qu'il conviendrait d'encourager. Une présence russe plus active dans la politique étrangère. Merci infiniment. J'aurais souhaité que le temps se fasse plus long, qu'on puisse poursuivre cet échange, mais nous allons être rigoureux sur le temps. J'ai eu des commandes très claires à cet effet. Donc, je vous remercie encore de votre présence, de votre participation aujourd'hui. C'était non seulement un honneur, mais un grand plaisir pour nous tous de vous avoir écoutés. Je laisse la parole à Jonathan Paquin pour les remarques conclusives. Jonathan? Merci Yann, merci à tous les membres de ce dernier panel sur donc la réaction des États rivaux des États-Unis au pivot stratégique. Alors, il y a plusieurs choses qui ont été dites au sujet de ce pivot, et puis j'aimerais rapidement, en conclusion, souligner certains points qui ont été soulevés et qui me semblent assez importants. Alors, le premier point, c'est que la stratégie américaine en Indo-Pacifique n'est pas l'œuvre d'une seule administration, soit celle de Barack Obama. Ça a été vraiment initié au cours des années 2000 sous l'administration Bush, et c'est ce que nous a rappelé notamment Rachel Odell. Donc, c'est une sorte de work in progress que cette grande stratégie américaine du côté du Pacifique. Et comme Pierre Pallavi l'indiquait à l'instant, il semble que, d'un point de vue américain, en fait, on a eu beaucoup plus de facilité à conceptualiser le pivot qu'à le mettre en œuvre au cours des 10 dernières années. Un deuxième point, c'est qu'il semble qu'il y ait toujours une forme d'ambiguïté au sujet du rééquilibrage américain. D'un côté, aux États-Unis, au sein des élites politiques, certains ont laissé entendre au cours des dernières années, depuis 2011, que le rééquilibrage était entièrement lié à l'ascension de la Chine et qu'il visait la Chine. Alors que d'autres ont suggéré au contraire que cette stratégie n'était pas liée à la Chine, mais qu'elle était davantage liée aux occasions d'affaires dans le Pacifique et au fait que le commerce international est de plus en plus concentré dans cette région du monde. Donc, manifestement, à Washington, il y a des tensions stratégiques au sein des élites politiques sur les justifications à apporter à un tel rééquilibrage dans le Pacifique. Bonnie Glaser nous a montré également que cette ambiguïté, elle est aussi présente à Pékin au sujet de la réponse à apporter au pivot stratégique. Il y a plusieurs écoles de pensée qui s'affrontent sur la réponse à fournir à cette grande stratégie américaine. Du côté des alliés, comme l'indiquaient notamment Cléo Pascal et Nathalie Samby, il y a aussi énormément d'ambiguïté. D'un côté, plusieurs alliés souhaitent avoir une approche ouverte à l'égard de la Chine pour des raisons commerciales essentiellement,
mais en même temps, ils ont tendance à appuyer le rééquilibrage américain parce qu'ils craignent la Chine sur le plan militaire. Donc, plusieurs des alliés des États-Unis, la grande majorité d'entre eux, ont adopté une sorte de stratégie de hedging à l'égard de la Chine, c'est-à-dire qu'ils ont adopté un ensemble d'actions visant à éviter des choix stratégiques clairs, donc des actions qui, à première vue, semblent être contradictoires. Donc, par exemple, en étant engagé auprès de la Chine sur le plan commercial, tout en mettant de l'avant, disons, des positions plutôt qui favorisent l'endiguement face à la Chine. Et puis, le quatrième point, le dernier point, c'est que plusieurs intervenants ont fait valoir le fait qu'en adoptant une stratégie trop agressive envers la Chine, ben, on risque de produire ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire que plus on pousse sur la Chine, plus la Chine risque de réagir fortement et donc les tensions s'en trouveraient accrues par le fait même. Donc, semble-t-il qu'il faut énormément de doigté et de diplomatie pour éviter d'empirer la situation et pour être en mesure de répondre à beaucoup d'ambiguïtés et à beaucoup d'instabilité liées donc aux transformations de la nature du système. Et donc, c'est ce qui fait en fait cette thématique de pivot aussi intéressante et aussi fascinante, c'est qu'on opère en pleine incertitude, on navigue un peu à vue, on essaie de prévoir l'avenir et dans le contexte actuel, c'est très difficile de le faire. Donc, c'est ce qui met un terme au colloque d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Avant de vous quitter, j'aimerais tout de même remercier mon auxiliaire Bruno Blais qui m'a aidé dans la préparation de ce colloque. Et puis, je remercie également Anaïs El Amraoui, Catherine Paul Bourque et Brian Outman qui nous ont aidés à publiciser l'événement. Je vous invite enfin à rester à l'affût des événements du réseau d'analyse stratégique. Vous savez, chaque semaine, on publie des notes stratégiques, des notes politiques, des points chauds. Il y a aussi des capsules vidéo, sans compter évidemment les nombreux colloques qu'on organise sur une base régulière. Donc, soyez à l'affût de nos événements. Et puis sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci. Merci beaucoup.